Bonjour à tous, ici Wilmaël Niamat, président de l'Association française de lutte contre les enculés de la République. Aujourd'hui, je vais vous parler de Madame Gadoulet-Elisabeth. Madame Gadoulet-Elisabeth, c'est cette personne que vous voyez sur cette image. Il existe également d'autres images d'elle, notamment sur la dépêche du Midi, ici, qui est la présidente du tribunal correctionnel de Tarbes. À l'instar d'un certain nombre important, malheureusement, de ses collègues, Madame Gadoulet-Elisabeth se considère comme une personne au-dessus des lois. Il lui arrive de prendre l'initiative de violer délibérément la loi au détriment des justiciables victimes, au motif, je la cite, que ces derniers ont la possibilité de faire appel. Comme si faire appel était un acte anodin pour la personne qui est obligée de le faire. Je vais rappeler quand même que lorsque le législateur a mis en place le double degré de juridiction, ce n'était pas pour obliger les gens à faire appel. Ce n'était pas pour que l'appel devienne, d'une certaine manière, une routine systématique. Si le législateur a mis en place le droit de faire appel, c'est qu'il a estimé que les magistrats censés, je dis bien censés faire correctement leur travail, c'est-à-dire censés respecter la loi telle que votée par le Parlement, puisque c'est le Parlement qui fait les lois dans ce pays, et les juges français appliquent la loi, au contraire par exemple de ce qui se passe en common law, où les juges créent ce qu'on appelle des précédents. D'ailleurs, ils ont deux types de lois, ils ont des case law et des statute law. Nous n'avons pas cela dans notre droit français. Nous avons un principe qui est le principe de la légalité, que par conséquent les magistrats doivent respecter. Or, un certain nombre d'entre eux, et Madame Gadoulet-Elisabeth en est un exemple patent, décrètent au nom d'une conception extensive de leurs prérogatives, reconnue par la Constitution, d'ailleurs, mais bon, la légalité est aussi reconnue par la Constitution, et c'est toujours le problème de savoir quelle est la balance à faire entre deux principes constitutionnels, celui qui est reconnu aux magistrats et celui qui est reconnu aux justiciables, le justiciable étant le bénéficiaire ultime de l'indépendance des juges. Il est quand même important de le rappeler. Donc Madame Gadoulet-Elisabeth fait partie donc de ces magistrats qui décident tout simplement que, disposant de ce qu'ils appellent la liberté d'appréciation, donc une liberté d'interprétation des lois, eh bien, ils peuvent, par excès de pouvoir, parce qu'il s'agit bien d'excès de pouvoir, je dis bien il s'agit d'excès de pouvoir, pourquoi je dis qu'il s'agit d'un excès de pouvoir? Parce que la question dont je vais vous parler en suivant n'est pas nouvelle. Cette question a déjà été traitée, elle a déjà été traitée, on ne sommes plus à l'état d'une controverse jurisprudentielle. Nous sommes dans une jurisprudence établie, où la cour d'appel de Metz ou de Reims, je pense, je vais vérifier l'information, a jugé que le fœtus, puisque c'est de ça dont on parle, ne pouvait, la cour d'appel de Metz, pardon, la cour d'appel de Metz a jugé que le fœtus ne pouvait faire l'objet, ne pouvait pas faire l'objet d'homicide, hein, parce que l'enfant n'était pas né, le fœtus étant une partie intégrante de la mère, et par conséquent, il ne peut pas y avoir d'homicide involontaire ou même volontaire sur un fœtus, c'est-à-dire quelque chose, permettez-moi cette expression, qui n'est pas encore né. On peut avoir une opinion différente sur le sujet, philosophique, morale, etc. Mais à partir du moment où la plus haute juridiction française a statué là-dessus, à de nombreuses reprises, parce que ce n'est pas seulement un seul arrêt, on a un arrêt d'assemblée plénière du 28 juin 2001, où la Cour de cassation, chambre criminelle, confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, jugeant que une femme enceinte de 6 mois ayant été victime
d'un accident de voiture, ayant vu son, son enfant à naître disparaître d'une certaine façon, il ne peut y avoir d'homicide contre ce fœtus au motif que le meurtre ou l'homicide ne peut être retenu que à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui avait respiré. Je pense que ça se passe de commentaires et nous sommes là sur un arrêt qui date de 1998. 1998 et l'arrêt confirmatif de la Cour de l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière, c'est important quand même de rappeler aux personnes qui sont des néophytes du droit ce que c'est que l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est une assemblée qui se réunit quand il y a une controverse jurisprudentielle ou alors lorsque sur deux renvois, lorsqu'il y a deux renvois après cassation ou un second renvoi après cassation, il faut d'une certaine manière déterminer une fois pour toutes une solution jurisprudentielle. À cette occasion, la Cour de cassation nous dit, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation nous dit non, il n'y a pas d'homicide sur un fœtus. Point barre, terminé. Qu'est-ce que cela signifie pour un justiciable? Le justiciable, donc, est protégé par un tel arrêt. Il est également protégé par le droit positif, qui est le code pénal, et l'article en question de mémoire, c'est l'article 111-4, je pense. C'est ça, 111-4 du code pénal qui pose le principe de la légalité. Le principe de légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale et qui s'impose naturellement aux magistrats. Or, Madame Gadoulé-Elisabeth va refuser d'appliquer ce texte plus de 20 ans plus tard. On est de 1998, on passe à 2014 à peu près, où elle décide... Qu'est-ce que c'est que ces notifications? Oh là là. Elle décide... Bon, j'espère que vous n'allez pas retenir que la notification. Oui, je suis très beau. Enfin, c'est ce que dit ma mère, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, Madame Gadoulé-Elisabeth décide un jour de condamner un automobiliste pour homicide involontaire sur un fœtus. Voilà ce qu'elle donne comme explication à la dépêche du Midi. Voilà, donc c'est un article que vous pouvez retrouver sur le site de la Dépêche, qui a été publié le 6 février 2014. À l'époque, j'étais déjà aux prises avec les magistrats, certains magistrats malhonnêtes. Je dis bien malhonnêtes et je pèse mes mots. Ils peuvent me poursuivre pour outrage s'ils le souhaitent. Mais je maintiens ce que je dis et la malhonnêteté peut être démontrée. Elle peut être démontrée objectivement. Quand vous êtes magistrat, que vous connaissez les textes, que vous refusez de les appliquer et qu'ensuite vous essayez de vous planquer derrière votre statut de magistrat pour refuser de reconnaître vos responsabilités ou de faire face à ces responsabilités, oui, vous êtes malhonnête. Et j'estime que la malhonnêteté n'est pas compatible avec les devoirs de l'état de magistrat. C'est d'ailleurs pour ça que je soutiens vivement le ministre Dupond-Moretti dans sa lutte pour la responsabilité des magistrats, parce que je considère qu'aujourd'hui nous sommes un tout petit peu face à face aux derniers tyrans de la République. Pourquoi je dis tyrans? Parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui, dans l'exercice de leur fonction, commettent des fautes qui ne sont jamais réprimées. Jamais réprimées. D'abord parce qu'ils sont tous en conflit d'intérêts, puisque pour réprimer une action... réprimer en justice une action commise par un magistrat, il faut saisir un juge. Donc, c'est le même corps qui se juge entre soi, d'une certaine façon. Alors que dans le même temps, les magistrats vilipendent la Cour de justice de la République chargée de juger les ministres en disant qu'il n'est pas normal que des politiques jugent des politiques, alors que eux n'ont aucun problème, ne voient aucun inconvénient à se juger entre eux. Bref. Donc, voilà ce que dit Madame Gadoulé à propos de cette affaire. On lui demande pourquoi avez-vous condamné cet individu pour homicide. Elle nous dit,
Alors, donc, ça, c'est ce que dit la dépêche. Un fœtus de 30 semaines est-il un être humain? Donc, là, le journal pose la question. Le tribunal de Tarbes vient de répondre oui ce mardi 4 février en condamnant un automobiliste pour homicide involontaire sur un bébé en gestation. Euh, la, la dépêche poursuit. Dans ce jugement, il n'y a aucun... Alors non, ça je crois que c'est Madame Gadoulet qui répond. Dans ce jugement, il n'y a aucune prise de position religieuse ou philosophique, mais une position humaine. Bon, déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous êtes magistrate, vous n'êtes pas là pour prendre des positions humaines. Et puis, position humaine ou position philosophique, c'est la même chose. C'est une position subjective. Or, un magistrat est censé être objectif, et c'est pour ça qu'il y a des lois votées par le Parlement. C'est pour protéger les gens de l'arbitraire du subjectif. La justice ne se rend pas à la carte. La justice ne se rend pas à la tête du client. Elle se rend en fonction des textes applicables. Et à partir du moment où les textes vous commandent de relaxer quelqu'un, vous devez le relaxer. Vous ne pouvez pas venir dire au justiciable qui va être obligé de subir un second procès en appel pour se défendre. Vous ne pouvez pas lui dire « Ah mais monsieur, de toute manière, vous pouvez faire appel ». Parce que la charge de cet appel, ce n'est pas vous, magistrat, qui allez la supporter, mais un justiciable. C'est clairement des actes de violence. Et pourtant, ces actes-là sont très très méconnus par l'opinion publique et ne sont pas suffisamment adressés par le législateur pour essayer de limiter ou de lutter contre cette violence qui est exercée quotidiennement, parce que là je vous parle de l'affaire de l'homicide, mais il y a plein d'autres affaires. Moi-même j'ai été condamné pour outrage contre la même Gadoulet Elisabeth, parce qu'elle est magistrate. Hein. Vous imaginez bien que des plaintes que j'ai déposées contre elle n'ont jamais abouti. En revanche, lorsque elle dépose plainte contre moi ou lorsque certains de ses affidés décident d'engager des poursuites contre moi, ça dure 5 minutes. Il y a des perquisitions, il y a des violences policières, des violences judiciaires systématiques, et tout ça se fait naturellement dans l'ombre, et surtout à l'abri de la fonction. C'est important de le souligner. À l'abri de la fonction, le magistrat peut se présenter comme quelqu'un de tout à fait clean, qui n'aurait rien à se reprocher, qui n'aurait fait que son travail. Vous voyez, le justiciable n'est pas dans la même position, puisque lui n'a pas cette fonction qui, non seulement la fonction qui lui permet de s'abriter derrière, mais également toute l'institution qui va, comme un seul homme, dire « Ah ben nous on protège notre collègue » par pur esprit de corps, sans rechercher si au fond, le magistrat n'a pas un tout petit peu outrepassé ses pouvoirs, parce que d'une certaine manière, le magistrat n'est magistrat que lorsqu'il est dans ses pouvoirs. À partir du moment où il sort de ses pouvoirs, il n'est plus magistrat, il est autre chose que ça. Et pourtant, quotidiennement, je pense que je ne suis pas le seul à subir cela, et d'ailleurs j'appelle toutes les personnes en France qui subiraient les mêmes violences judiciaires à se manifester sur le blog, hein, dans les commentaires, de manière à ce que nous constituions un groupe, parce que évidemment tout seul on est isolé et ils peuvent nous agresser. Mais si nous nous regroupons en association, et notre association est déjà créée, donc il suffit d'y adhérer, de manière à mener des actions politiques, je dis bien politiques, puisque le magistrat qui refuse de respecter l'article 111-4 du Code pénal fait de la politique. Pourquoi fait-il de la politique? Parce que l'article 16 de la DDHC de 1789, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, nous dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas respectée et la séparation des pouvoirs assurée n'a point de constitution. Concrètement, un magistrat qui se permet d'accorder à un fœtus une personnalité juridique, donc en condamnant la personne à un homicide, pour homicide, pardon, eh bien cette personne-là outrepasse la séparation des pouvoirs, puisqu'elle crée des normes en cours de route. Elle crée une nouvelle norme disant que le fœtus est devenu objet d'homicide, alors que la loi nous dit que non. Le magistrat prend donc la liberté de violer la loi au détriment d'autrui, au détriment d'un justiciable. Cela constitue une faute. Et pourtant, Mme Gadoulet Elisabeth est toujours présidente du tribunal correctionnel de Tarbes. Elle continue de diriger des audiences, en toute impunité.
à condamner des gens. Alors là, cette affaire a fait l'objet comment dirais-je, d'un article dans la presse, qui est d'ailleurs resté lettre morte, puisque aucun de ses supérieurs, même pas le ministre de la Justice de l'époque, n'a soulevé la question. On a dit, mais c'est pas grave. Vous avez condamné quelqu'un, il peut faire appel. La cour d'appel est venue. Bon, la cour d'appel, pour information, la cour d'appel avait annulé cet arrêt. Mais entre-temps, c'est une nouvelle épreuve pour la personne qui a été condamnée. D'accord? Déjà qu'il était mal d'avoir eu cet accident. Il a dû encore aller en appel, devoir subir un nouveau procès, alors que ça aurait pu s'arrêter là si Gadoulet Elisabeth, président du tribunal correctionnel de Tarbes, avait respecté la loi. Voilà. Donc moi, je dénonce cela. Et naturellement, les magistrats sont vent debout. Les magistrats de Tarbes, et pas que les têtes de Tarbes, sont vent debout contre moi. Mais ils sont vent debout contre moi. Pourquoi? Parce que je leur demande de respecter la loi. C'est génial. Donc ces gens-là vont utiliser les moyens de l'État pour m'agresser, me persécuter, me harceler, pour que d'une certaine façon, j'arrête de militer contre les dérives qui sont les leurs. Pardon, mais c'est quand même très 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 proche ce genre de comportement d'une république bananière, d'une espèce de tyrannie. Et pourtant, ces gens-là ne répondent pas de ces actes. Si ça avait été un homme politique, et je voudrais quand même souligner vraiment le deux poids et deux mesures qu'on fait entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, les juges peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, sans aucune contrepartie et sans aucune enquête contre eux. Ce que le ministre Dupond-Moretti est en train de faire, c'est d'essayer de rééquilibrer tout ça. Mais vous voyez bien qu'il est attaqué. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le combat qui est mené aujourd'hui par Dupond-Moretti est un combat extrêmement important pour les libertés publiques, je le maintiens, pour les libertés publiques qui sont violées par ceux qui en sont les garants. Nous sommes vraiment dans une situation qui est extrêmement grave et dont je souhaite que les justiciables prennent la mesure, l'importante mesure. Et pas que les justiciables, les parlementaires ne sont pas au fait de ces situations. Alors, il y a un des députés qui s'appelle Hugo Bernalicis qui a essayé de s'attaquer à ce sujet. Hein. Je crois que c'est un mec de la France Insoumise via une commission d'enquête parlementaire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut mobiliser. Et les parlementaires ont tort de penser qu'ils ne sont pas concernés par ces affaires. Parce que je peux vous citer une liste très longue de parlementaires qui ont été l'objet de violences judiciaires, qui ont été attaqués par des juges, sous le couvert naturellement de leurs fonctions. Jean-Luc Mélenchon, on se souvient de cette perquisition sur son lieu de campagne. Hein. Bon, certains vont vous dire, mais la justice fait son travail. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Derrière l'apparence de justice, il y a toujours des arrière-pensées politiques, parce que, je vais vous dire, il y a un principe qui s'appelle celui de l'opportunité des poursuites. Si vous n'êtes pas poursuivi, vous n'êtes pas condamné. D'accord? Donc ça commence par la poursuite. Et donc, celui qui décide d'engager une poursuite, c'est un magistrat. Et cette décision, elle lui appartient. Elle n'est pas contrôlée. Elle ne fait l'objet d'aucun contrôle juridictionnel. Concrètement, c'est vraiment de l'arbitraire, du pur bon vouloir, du fait du prince. Et donc à partir du moment où on a, dans le processus juridictionnel, une action, la poursuite, qui dépend du bon vouloir d'un homme ou d'une femme, ou d'un groupe d'hommes ou d'un groupe de femmes, il y a un risque de subjectivité et donc une question d'opportunité, voire d'opportunisme politique. Si vous laissez échapper ce détail dans le processus juridictionnel, vous avez tout faux et vous n'avez rien compris à la manière dont finalement les choses marchent au fond. Il suffit de regarder Darmanin. Darmanin a été accusé de viol, il ne s'est rien passé. D'accord? Besson, accusé de viol, il ne s'est rien passé. Exactement sur le même modèle, c'est-à-dire des paroles, la parole d'une femme contre la parole d'un homme, que celui, par exemple, de Tariq Ramadan. Or, Tariq Ramadan, lui, a fait l'objet de détention provisoire et probablement qu'il va être condamné. Pourquoi cette différence de traitement entre les deux? C'est l'opportunité des poursuites. C'est l'opportunité des poursuites et c'est aussi le pouvoir dit souverain d'appréciation des magistrats. Les magistrats décident d'un non-lieu ou pas d'un non-lieu, y compris lorsque vous avez dans le dossier des éléments manifestes que n'importe quel kidam dans la rue considérerait comme étant probants. Mais comme tout ceci se fait dans le secret, l'opinion publique n'est pas toujours au courant et les journalistes qui ont une tendance
à plutôt s'attaquer aux hommes politiques qu'aux hommes judiciaires, aux hommes, aux femmes judiciaires, mettent souvent de côté ce corps-là, qui est le corps des magistrats, qui aujourd'hui, à mon sens, est le plus dangereux pour les libertés publiques en France. Le pouvoir a changé de main, il n'est plus entre les mains de politiques, et tant qu'on n'a pas compris ça, et on ne s'attaquera pas au vrai problème. Le pouvoir, il est entre les mains des juges aujourd'hui. Il est entre les mains des juges. Qui pouvait imaginer qu'un ancien président de la République pouvait être aujourd'hui mis en examen pour association de malfaiteurs? Personne. Avant, c'était impensable. Vous imaginez, il disait comment il s'appelle, François Fillon, le général de Gaulle mis en examen, évidemment, mais le général de Gaulle n'a pas été mis en examen, pas parce qu'il était totalement clean. Je veux dire, personne n'est totalement clean. Mais tout simplement parce que l'époque ne s'y prêtait pas. Le pouvoir était entre les mains des politiques. Aujourd'hui, il est entre les mains des juges. Donc, si vous ne rééquilibrez pas ça, on va avoir des Lula da Silva en France, des gens envoyés en prison pour des raisons politiques, ou une justice instrumentalisée à des fins politiques. C'est déjà arrivé pour François Fillon, lors notamment de la campagne présidentielle, où il a eu une mise en examen en 30 secondes, n'est-ce pas? Et c'est déjà arrivé également avec Jean-Luc Mélenchon. Hein. Donc là, vous n'entendez pas parler de cette affaire, mais vous allez voir très vite que ça va ressurgir à un moment ou à un autre quand, par exemple, Jean-Luc Mélenchon va connaître une percée dans les sondages ou n'importe quoi. On va vous ressortir ça. Pour l'instant, on n'en parle pas, personne n'en parle. Ok ? Mais n'oublions pas qu'ils sont entrés dans son ordinateur. Lorsqu'ils ont organisé cette perquisition, ils sont entrés dans son ordinateur, donc ils ont certainement trouvé des éléments de sa vie privée, etc., qu'ils pourront ensuite distiller comme ça dans la presse, en violation totale du secret de l'instruction et de l'enquête, sans d'ailleurs qu'une enquête ne cherche à savoir qui est à l'origine de ces fuites. Bon, hein, et là, on revient encore à l'opportunité des poursuites. Bon, tout ça est malsain. Il faut se battre contre, je vous dis bien que l'enjeu est important. Voilà, donc je terminerai cette vidéo en disant que... Ah, non, je vais d'abord terminer avec cette citation de Mme Gadoul-Elisabeth. Voilà ce qu'elle dit. Quand elle a repris connaissance, je vais vous souligner ça, quand elle a repris connaissance, à l'hôpital, elle a demandé « Et mon bébé ?» Ce qui l'a le plus choqué, c'est qu'on lui réponde « Vous d'abord, le bébé après. » Tant qu'un bébé n'est pas né, on a parfois l'impression qu'il n'est pas vivant. Mais s'il y a mort, il y a eu une vie. Pardon, mais ça c'est la parole de Mme Gadoul-Elisabeth, mais pardon, on a l'impression d'entendre une espèce d'ecclésiaste de Lourdes, ou je ne sais pas quel sanctuaire, nous expliquer que finalement, voilà, une espèce de pro-life, pro-life façon Trump, qui nous explique que voilà, le fœtus, bon ben voilà, il faut pas d'avoir. Alors peut-être que demain, Mme Gadoul-Elisabeth condamnera des gens pour avortement, parce que ce qu'elle dit là est extrêmement grave. Et au-delà des mots, cela exprime sa pensée profonde. Alors en tant que magistrate, elle n'a pas le droit d'exprimer des opinions politiques ou philosophiques. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne les exprime pas qu'elle ne les a pas. Tout individu a un avis sur telle ou telle question. Tout individu a une position politique, philosophique, qui est liée à son background, à son éducation, etc., etc. C'est précisément pour ça qu'il y a des lois qui protègent les gens de l'arbitraire. Or, en privilégiant sa propre mentalité au détriment de la loi, Gadoul-Elisabeth a commis une faute. Et elle aurait dû être sanctionnée pour cela, elle ne l'a pas été. Quand Dupond-Moretti décide d'engager des poursuites contre les magistrats, il a raison. Il a raison. Et nous devons tous ensemble l'encourager à le faire, à continuer de le faire. Alors là, il y a effectivement des affaires pour lesquelles on dit qu'il est en conflit d'intérêt, mais c'est des conneries parce que les magistrats sont en conflit d'intérêt tous les jours. J'ai déposé très récemment une plainte contre Mme Gadoul-Elisabeth, des chefs notamment de recel de prise illégale d'intérêt. Cette plainte, elle est toujours dans les coffres, et ils peuvent la garder pendant 20 ans. 20 ans pour décourager les gens.